c'est samedi, c'est le week-end et c'est le moment du CQFR, du ce à quoi il fallait répondre. Shai a décortiqué les questions que vous nous avez envoyées tout au long de la semaine et on va faire du mieux qu'on pourra pour essayer d'y répondre. Shai, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et encore ravi d'avoir pu, décortiquer comme tu as dit, vos questions qui sont toujours nombreuses. À nouveau comme toujours, on n'a pas pu tout sélectionner, mais on va essayer de répondre au maximum de ce que vous nous avez envoyé. Il y a un peu moins de questions sur sur l'actu NBA maintenant, c'est logique, on est en période d'intersaison, mais vous avez quand même plein de questions, que vous nous avez posées, donc c'est cool. On va commencer alors du coup, hein, écoute. Bah c'est parti, let's go. On va commencer, alors j'ai essayé de classer un peu là, parce que ça parlait de l'équipe de France et des JO. On va commencer avec une question de Frédéric, qui nous dit: «Les JO approchent, à part Team USA et la France, quelles équipes avez-vous le plus envie de voir à l'œuvre et lesquelles sentez-vous qu'elles peuvent, pardon, créer la surprise au milieu des favoris pour décrocher une médaille?» Bonne question. Allez, je vais me lancer. J'ai l'impression que le tournoi est vraiment hyper relevé cette année. Il y a quand même plein d'équipes qui peuvent prétendre à une médaille. De tête comme ça, je serais tenté de mentionner le Canada, bien sûr. Je Mmh. pense que c'est, voilà, vu le nombre de joueurs NBA, les performances même de cette équipe à la dernière Coupe du Monde, je pense bien sûr qu'on pense à eux. Il y a l'Allemagne, à voir ce que ça aura donné en fin de préparation. Il y a l'Australie aussi, que je suis curieux de voir. À l'œuvre. Ces équipes qui seront d'ailleurs dans le groupe de la mort, si je me trompe pas, hein, Ouais, Australie, Australie, Grèce, Australie Canada, Espagne. avec l'Espagne, donc ça sera vraiment le groupe hyper balèze. Je pense que c'est celle-ci qui me viennent en tête. La Serbie, Serbie, j'attends de voir. Là, on enregistre ça vendredi, début d'après-midi, donc on n'a pas encore vu le match de préparation face à l'équipe de France. Mais je suis curieux de voir aussi le niveau de cette équipe serbe, qui est toujours hyper talentueuse, mais qui a souvent eu quand même du mal à se rassembler au moment des grandes compétitions pour trouver un peu de liant. Donc, sur le papier, je les aurais sans doute placé un petit peu derrière les équipes dont on a parlé. Ouais. Moi, pour les équipes que j'ai envie de voir en dehors de la France et des États-Unis, puisque là, Frédéric nous parlait de surprises et de choses comme ça. Alors, c'est difficile de voir beaucoup de surprises dans un tournoi olympique où il y a 3 poules. Je ne vais pas vous annoncer que le C'est ce que j'allais Sud-Soudan dire. va sortir de la poule. Et pourtant, d'ailleurs, on a l'impression que c'est pas une très bonne équipe, mais il y a quand même des bons joueurs et c'est très très solide. Mais moi, il y a une équipe qui m'intrigue un peu parce que j'aime bien son sélectionneur, c'est le Japon. Le Japon, tu sais, c'est Tom Ovas qui est sélectionneur et qui avait fait des merveilles avec l'équipe féminine et qui était passé chez les gars. Et il avait besoin de quelques années pour faire passer un cap aux filles. Et là, je me demande si le travail qu'il a fait récemment avec le Japon, avec les gars, va payer. Donc, bon, les Japonais sont dans le groupe avec la France, l'Allemagne et le Brésil, mais donc il y a une possibilité d'atteindre les quarts de finale en tant que troisième. Donc là, c'est plus pour une éventuelle surprise. Sinon, oui, j'ai envie de voir jouer le Canada avec son armada. L'Australie toujours, parce que partage ça, on aime bien un peu l'ADN du jeu australien, du sport australien même en général, sur la combativité et tout ça. Et sinon, la Serbie peut être une surprise parce qu'elle n'est pas si attendue que ça. Elle a beau avoir Nikola Jokic, j'ai l'impression que les gens partent du principe que ils sont pas sur une génération fantastique ou sur la capacité de faire beaucoup de résultats. Donc eux aussi, je vais les surveiller. Et globalement, de toute façon, il y a que 3 groupes, donc moi j'ai envie de voir toutes les équipes. Je vais essayer de pas rater un match, hein, tout simplement. Ouais, c'est clair. J'espère que le Japon les aura mieux scoutés que ce qu'on avait pu faire avec l'équipe de France féminine. Je sais pas si tu Avec, te rappelles de avec l'époque. les déclats mythiques de Valérie Garnier, qui avait dit non, on n'a pas trop l'habitude du basket asiatique, c'est pour ça qu'on a perdu. Et puis on avait perdu donc 2 fois contre le Japon et C'est une fois ça. contre la Chine, donc qui n'ont d'ailleurs pas le même style de jeu, hein, c'est le raccourci Japon-Chine. Voilà, merci. Mais oui, oui, non, les gars, je pense que ça travaille bien, hein, c'est un très très bon coach, Tom Ovas. Ouais, Donc j'espère qu'on va avoir des choses intéressantes de ce côté-là. Il y a- carrément. il y avait une question qui était liée un peu à l'équipe de France aussi, du coup, alors pas directement aux Jeux Olympiques, mais une question d'Andrea qui nous dit le numéro 9 de Tony Parker va être retiré cette semaine en équipe de France, donc c'est justement ce soir, là, à l'heure où on enregistre. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque? J'ai un respect infini pour ce qu'a accompli Tipeee, qui est le meilleur joueur de l'histoire des Bleus, mais ça me dérange un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ça me dérange pas. Ça me Hmm. dérange pas en soi. C'est vrai que Ça va pas ça a été changer ton rendu. quotidien, quoi. Non, mais ça a été rendu possible à partir du moment où la FIBA a ouvert comment dire, la gamme des numéros qu'on pouvait prendre. Parce que pendant très longtemps, en basket FIBA, c'était entre le numéro 4 et le numéro 15, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Tu pouvais pas aller chercher plus. Maintenant que c'est un peu comme en NBA où tu peux aller chercher jusqu'au numéro 99, c'est plus simple aussi de retirer des numéros. Ce qui serait intéressant, ça serait de voir si ça va être étendu à d'autres joueurs
qui ont porté le maillot de l'équipe de France avant Tony Parker. Voilà, après. Je suis pas, moi ça me choque pas. Tony Parker a fait énormément pour le basket français. Il a toujours quasiment répondu présent pour l'équipe de France. Ça me gêne pas du tout. Par contre, voilà, je pense que ça serait intéressant que ça puisse être ouvert à d'autres joueurs qui ont porté cette tunique, qui ont aussi fait des sacrifices, que ça soit avant la génération Parker. On pense aussi à un mec comme Boris Diaw, par exemple. Voilà, c'est plus ça que ça m'inspire. Moi, ça me choque pas. Je me demande du coup quel joueur serait, enfin pas éligible, mais serait considéré comme, enfin, dont on pourrait retirer le maillot. Est-ce que lesquels feraient consensus? C'est pas simple hein, quand même, parce que Parker, il a une place un peu particulière en tant que vrai premier Français qui a percé en NBA, mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan, je t'avoue. Je C'est pas pour faire le patriote, je suis pas du tout patriote je suis pas un supporterisme de l'équipe nationale, mais j'ai l'impression qu'en équipe nationale, c'était pas trop c'est pas vraiment l'endroit où tu retires un numéro en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui vont passer. Il y a un peu le côté intérêt national supérieur qui prime, et ça n'enlève rien à Tony Parker, qui est le plus grand basketteur français de l'histoire. Il n'y a il y a rien à dire là-dessus, et il mérite tous les honneurs qu'il reçoit depuis le début de sa carrière. Mais je pense que autant en club, je suis plutôt pour, dans une certaine mesure, comme ce qui se fait en NBA par exemple, autant en sélection, je sais que par exemple en foot, ça se fait pas trop, je crois. C'est pas le même sport, c'est pas la même culture, mais tu vois, en équipe nationale, ça se fait pas, alors en club, ils l'ont fait un petit peu. Donc, moi, je serais pour ne pas le retirer en équipe nationale, et pour qu'il puisse profiter des hommages qu'il a eu avec les Spurs, par exemple, où c'est déjà incroyable d'avoir un numéro retiré. Moi, je dis pas, c'est pas que ça me choque, hein, je dis pas que ça me choque, mais voilà, j'aurais préféré que non, on va dire, voilà. Ok. Après, d'une certaine manière, quand tu vas en équipe nationale, alors quand tu joues avec ton club, tu es payé par ton club. Tu vas en équipe nationale, tu fais une croix sur tes vacances, c'est le choix Mhm. de chacun. Moi, je trouve pas ça bête de récompenser ça. Par contre, effectivement, il faut prendre en compte le nombre de sélections. Je pense que c'est pas bête de voir les mecs qui ont le plus brillé en prenant aussi le nombre de sélections. Il y a des joueurs et des joueuses d'ailleurs qui n'ont jamais Mhm. refusé une sélection, qui sont venus tout le temps. Ouais, non, moi, je comprends complètement ton point de vue, Shai. Moi, je t'avoue que voilà, ça me choque pas plus. Effectivement, bon, on commence par Tony Parker parce que il est effectivement impossible à, comment dire, il est incontournable. Mhm. Ça me gênerait si on fait ça que pour Tony Parker, là, ça me pose problème. Effectivement, c'est plus ça, quoi. J'ai un peu peur qu'on se dirige vers ça, quoi, parce que Boris Diaw mériterait, enfin, le nombre de sélections, tout ce qu'il a apporté, il était de toutes les campagnes, lui aussi, il a fait des sacrifices. Enfin, lui aussi, il a un peu fait rayonner la France en NBA. Enfin, c'est compliqué. Après, Après, la la NBA n'a pas génération. vraiment de rapport avec l'équipe nationale, tu vois, c'est plus peut-être sur les performances et le nombre de Hmm. sélections, quoi, non? Tu crois pas avec le maillot bleu? Bah alors, ouais, bah alors dans ce cas, du coup, Batum va être éligible pour ça, parce que c'est celui qui a le plus de médailles. Et après, c'est plus sur les anciens que je me pose la question, parce que la génération Sydney, qui est là en finale, de Ouais. qui tu retires le numéro, par exemple, est-ce qu'il y a un mec emblématique dont tu retires le maillot? Pour ce qu'il a fait en équipe de France. Après, si tu remontes avant les Alain Gilles et tout ça, est-ce que tu vois, ça peut vite devenir. Il peut y avoir beaucoup de monde. Il peut à la fois y avoir beaucoup de monde et très peu de monde. Ouais. Et s'il y en a qu'un seul, bah, ça va ajouter au côté à l'image un peu. Je dis pas que Tony Parker a fait des pieds et des mains pour avoir son maillot retiré. Je dis pas du tout ça, mais tu sais l'image qu'il a un peu. Euh, un peu mégalo. Tout ça. Moi, c'est pour ça que j'aurais préféré que pour l'équipe de France, pour l'élection, ça reste comme ça. Bon, C'est c'est pas grave, intéressant, hein, ça. ça va faire une belle fête pour lui, et ce sera très mérité. Il va avoir de la reconnaissance dans son pays. C'est très très cool, hein, mais voilà, c'est plutôt est-ce que je l'aurais fait moi naturellement, j'aurais soumis cette idée-là? Non. Mais ça va être le cas, et bon, écoute, c'est très bien. Mais là, bon, notre auditeur nous demandait si ça nous choquait. Et je crois pas que tu sois le seul, Andrea. Du coup, ouais, Andrea, je crois pas que tu sois le seul, parce que j'ai vu pas mal de gens sur Twitter, ne serait-ce que commenter, commenter le message, le post qu'il a fait pour remercier le public et tout, en disant ah voilà, il y a 18 fois jeu. Bon, ça choque d'autres gens, ou ça fait réagir d'autres gens, mais bon, moi, nous, ça nous choque pas. C'est juste que j'aurais préféré que ça reste cloisonné au club, et que ça touche pas. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Juste pour finir, effectivement, je pense qu'on aurait pu, par contre, on aurait pu s'en dispenser, quoi. C'était pas, je me demandais pas chaque année à partir de quand on commencerait enfin à retirer des numéros de la sélection. Effectivement, c'était probablement dispensable. Je sais pas pourquoi ce timing, bref, mystère. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une question de Mousse qui nous dit: Salut les gars, est-ce que comme moi, vous avez un peu peur du vide?
Je parle du vide sportif quand LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, pour ne citer que, seront tous les trois à la retraite, ce qui risque quand même d'arriver très bientôt. J'ai grandi en connaissant toujours ces gars-là dans des rosters NBA et je crains un peu l'après, pas vous? Bonne question. Écoute, alors moi, à titre personnel, non, je suis pas du genre nostalgique. Donc j'ai tendance à penser que bah, c'est cool qu'on ait pu apprécier ces joueurs-là, voilà, pendant leur prime, qu'ils aient pu nous faire vibrer. Ils vont passer comme d'autres sont passés. Il y en a d'autres qui arriveront parce que c'est la roue un petit peu. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà des choses qui sont en place pour assurer la succession. Ce qui avait été très dur au bout du compte après la génération de Jordan notamment, c'est qu'il y avait eu quand même un vide où finalement la place était à prendre. On ne savait pas si ça allait être Vince Carter, le nouveau visage de la ligue. Est-ce que ça allait être Kobe? Est-ce que ça allait être Tracy McGrady? Est-ce que ça allait être Shaq? Et puis par la suite, voilà, il y a eu ce moment de flottement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des joueurs émergents qui sont prêts à reprendre le flambeau, que ce soit la génération des ceux qui ont déjà été MVP, les Yanis, Jokic, peut-être Doncic plus tard. Il y a Anthony Edwards dont on voit l'étoile en train de monter. Ja Morant, peut-être s'il arrive à reprendre et à raccrocher les wagons par rapport à la trajectoire qui avait l'air d'être la sienne. J'ai l'impression que ça va bien se passer cette transition. Ouais, moi par contre, je suis un peu nostalgique en règle générale. J'aime bien dire ou en tout cas défendre l'idée du c'était un peu mieux avant et tout ça parce que on a tous, euh, on a tous un peu ça en tête que la période qu'on a connue c'était la plus intense au niveau émotionnel et tout ça. Moi par contre, j'ai pas trop peur, c'est-à-dire que ça va faire quelque chose. Je veux dire, quand LeBron, on a vu LeBron arriver et partir. Ça me fait ça dans tous les sports. À partir du moment où tu vois des mecs débarquer dans le monde pro et partir en retraite, c'est là que tu te rends compte que tu vieillis. Et c'est ce qui est peut-être le plus dur à accepter parfois. Par contre, j'ai pas peur de perdre en intérêt, je pense pas. J'ai l'impression aussi que ce qui arrive et ce qui est déjà là va permettre de compenser ça. Mais c'est sûr que là, les trois qu'il a cités, LeBron, KD, Curry, qui ont marqué leur génération, qui seront dans les top all-time derrière, c'est certains qui vont manquer. Autant leur personnalité que leur style de jeu, tout ça, ça va. Mais comme pour chaque génération, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont marquer de leur empreinte leur passage et qu'on aimera autant. Après, est-ce qu'on aimera autant? Est-ce que toi, Mousse, tu vas aimer autant les joueurs qui vont arriver après que ceux avec lesquels tu as grandi? C'est très peu probable, je ne vais pas se le cacher. Si tu as un tempérament un peu nostalgique comme moi, moi, tous mes joueurs préférés dans tous les sports, c'est que des joueurs de quand j'avais entre 12 et 18 ans, on va dire. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, mais c'est pas avec la même intensité, et quel que soit le sport. Donc, il y a peu de chances que tu retrouves autant une passion similaire pour un joueur ou une équipe. Par contre, le sport en lui-même, le jeu, reste passionnant. Moi, je suis toujours passionné par le basket et même alors, un peu moins, mais par le foot aussi. Je me suis pas arrêté de regarder parce que mes gens préférés avaient arrêté, quoi. Donc voilà. Ouais, non, mais je comprends. Effectivement, de toute façon, c'est l'attachement qu'on a aux joueurs avec lesquels on a grandi, entre Mm. guillemets. Il y a une fibre qui reste toujours. Mais ouais, non, c'est intéressant de parler de ça. Moi, tu vois, par exemple, c'était mieux avant. Je ressens jamais Mm. ça, en fait. Que ce Ouais. soit musique, que ce soit dans le sport. C'est mieux parce que nous, on était mieux avant. Nous, on était plus jeunes. On vivait que pour notre passion. Mm. T'avais pas Enfin, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, ce que je comprends complètement. Mais honnêtement, voilà, si on reste curieux et ce que tu as dit, Shai, si on aime le basket, si on aime son Mm. sport, on trouvera toujours des moyens et des raisons de s'enthousiasmer. Ça, je m'en fais pas. Ah, c'est ça. Moi, c'est terrible, hein. Je suis très dans la team, c'était mieux avant, mais je veux dire, je vais pas argumenter avec des gens en disant non, non, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est nul, hein. C'est plutôt Je vraiment, comprends. intérieurement, je me dis, moi, ça marche surtout avec la musique, par exemple. J'avais une discussion sur Twitter tout à l'heure et je me rends compte que sur les 15 dernières années, enfin, je veux dire, je suis à la ramasse totale sur des trucs qui ont 40, 50 millions de vues sur YouTube, tu vois. Et alors, parfois, je connais de noms, mais. Et même pour le sport, ça me fait ça avec le tennis, par exemple. J'adorais le tennis quand j'étais plus petit. Je ratais pas un seul match des tournois des grands chelems et tout. Et là, je vois des mecs annoncer leur retraite. Alors, c'est genre un drame pour les fans. Mais j'ai pas vu leur carrière, quoi. Ils ont Je vois 15 ans de très bien. carrière. Et je parle pas de Federer ou de Nadal, hein. Attention, bon, j'ai quand même suivi, mais plus des mecs comme ça. Mais voilà, donc moi je suis plus team, team c'était mieux avant, mais sans entrer dans le fight, hein. Je dis pas concrètement que tout était mieux avant. C'est juste que c'est plus le sentiment et c'est ce que tu as dit, c'est que on préférait avant parce que ouais, on était plus jeunes, on avait plus de temps à consacrer à tout ça. Exactement. Voilà. On enchaîne avec une question de Xénon.
Salut à tous, merci pour votre régularité, votre bienveillance et votre bonne humeur. Ça fait un bien fou de vous écouter dès que c'est possible. Big up à Théo et Pierre Armand pour le Hoop Culture du dimanche qui mérite plus d'auditeurs, je suis bien d'accord. D'ailleurs, à quand un Hoop Culture en direct de Marseille sur la pelouse du Vélodrome? Ça serait bon, ça. Ce serait énorme. Ouais. Place à ma question maintenant. Est-ce que Cooper Flag est le real deal? J'ai l'impression que le garçon a la tête sur les épaules et en même temps un côté un peu nasty qui me plaît bien, mais je ne l'ai vu jouer que sur des highlights, notamment les derniers avec Team USA. Difficile de savoir s'il est bien le nouvel élu américain ou non. Je veux bien votre avis. Hum, C'est tellement dur de se Ouais. prononcer sur les prospects. Oui, ça a l'air quand même d'être. On en parlait un petit peu cette semaine après son match dans le cadre de de la Select Team face à Team USA. Oui, la hype a l'air réelle quand même. C'est le prototype, je sais pas ce que t'en penses, Shai, mais c'est le prototype du joueur moderne en fait. Sur les postes extérieurs, beaucoup de polyvalence, athlétique, du tir. Bon, ça reste quand même l'aspect qui est vraiment en construction de son jeu. Et ce qui fait penser vraiment qu'il a tout pour vraiment être très fort, je trouve, c'est qu'il a ce côté un peu intangible, tu sais, ce qu'on appelle le feeling pour le jeu, quoi. Tu sens que c'est instinctif et qu'il a ce côté nasty, effectivement. Tu vois que c'est un compétiteur, là, quand tu le voyais poster Jrue Holiday. Faut le vouloir, hein, quand même, pour aller jouer Jrue Holiday au post-up comme ça. C'est peut-être l'un des mecs les plus solides dans ce registre. Moi, ça m'a bien plu, effectivement, tout ça. Après, voilà, la route, elle est toujours très longue hein, pour des prospects de ce type. En même temps, tu dis, bon, il a 17 ans, il a joué les yeux dans les yeux avec l'une des sélections américaines peut-être les plus fortes de l'histoire, sur le papier en tout cas. Ouais, ça a l'air d'être le real deal, comme disait notre auditeur. Moi, je pense vraiment que c'est le real deal. Je m'avance certainement un peu, mais je m'étais pas mal penché sur son cas la saison dernière quand on avait fait un profil sur lui hein, pour le présenter un peu. J'aime quasiment tout ce qui le concerne, en fait, son style de jeu. J'aime le fait qu'il soit déjà très, très concerné par la défense, par le playmaking, qu'il ait des qualités athlétiques qui sont déjà très, très visibles, des qualités techniques aussi. Et ce que disait notre auditeur, ce que disait Xénon, pardon, le côté la tête sur les épaules, plus que la tête sur les épaules, j'aime bien ce qui semble être une bonne culture basket. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas pour, je vais pas, c'est pas Anthony Edwards, il arrive en NBA, je sais même pas, enfin, sur le plan de l'histoire, il connaissait pas énormément. Il l'a dit lui-même, il a dit, moi, ça fait très peu de temps que je suis à fond dans le basket, je me suis pas trop documenté sur ce qui s'est fait avant. Cooper Flag, sur les petites interviews qu'il a données en marge du rassemblement avec Team USA, et tu lui demandais ses joueurs préférés, son 5 all-time, et dedans, il mettait Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan, et je sais plus qui, il devait y avoir LeBron quand même, Kobe peut-être. En tout cas, si tu veux, il me semble déjà pas mal connecté avec ce qui se fait avant. Selon lui, l'équipe la plus forte de tous les temps, c'est les Celtics 85-86. Alors ça peut faire le gars qui veut faire genre, je suis documenté sur ce qui se faisait avant, je connais mon sport, mais moi je pense qu'il connaît bien son sport. Il vient du Maine, donc en Nouvelle-Angleterre, où le basket, les Celtics, c'est quand même très très présent. Et j'ai l'impression c'est vraiment c'est un produit basket, quoi. Il est prêt mentalement, il est prêt techniquement. Moi, je m'attends à quelque chose de très fort et j'ai envie qu'il y ait quelque chose de très fort, un Américain qui arrive un peu pour faire le pendant peut-être de Wembanyama. En tout cas, ça va donner il y aura des storylines, il y aura de la narration autour de lui. Les Américains vont le pousser aussi. J'aimerais que ça fonctionne et j'ai l'impression que ça va fonctionner, que c'est un des tout meilleurs qui soit sorti, qui va sortir depuis pas mal de temps, je pense. Après, on peut discuter de un tel ou un tel. On avait des énormes attentes pour Zion. On avait des énormes attentes pour Zion. Ça, pour l'instant, c'est plus compliqué à cause du physique. Peut-être que le meilleur prospect récent, qui était annoncé fort, c'était Anthony Davis et qui a réussi à confirmer. Mais je pense qu'avec le passage à Duke en plus, où on va le voir sous les spotlights parce que Duke reste une franchise très très suivie, ça va lui donner aussi ça va lui apporter aussi des choses. Donc moi, je suis extrêmement confiant et je pense que c'est le real deal et je l'espère en tout cas. Ouais, et puis en termes de réseautage et comment dire, de ressources, je pense que choisir Duke pour un joueur de Ça va. standing, c'est plutôt bien vu, notamment pour parfaire sa culture basket en tout cas. Mais ouais, moi j'ai hâte de voir, bah oui, même ne serait-ce qu'en NCAA, j'ai hâte de voir quelle sera sa Mm. saison l'an prochain, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu dur aussi d'évaluer les mecs au niveau lycéen, puis AAU, enfin, il n'y a pas vraiment de baromètre. Là l'an prochain sera intéressant de voir comment il gérera la pression aussi, parce qu'il y aura de la pression médiatique à coup sûr. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus, j'aurais dû le noter, mais je sais plus quel expert un peu NCA avait fait une comparaison entre lui et le jeune Kevin Garnett.
tu sais, avec déjà des super qualités défensives, une espèce d'agressivité, d'intensité sur le terrain, des qualités offensives. Tout n'est pas encore très en place. Il a par exemple, son shoot est intéressant, mais il n'est pas encore ultra développé. Ouais. Je crois qu'il était à 35 ou 36%, ce qui est très correct. Hein. Ça va se développer. Être comparé à Kevin Garnett, ça va. Enfin, je veux dire, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, moi, j'aime l'espèce de panoplie all-around qui semble se dessiner pour lui, quoi. On passe à la question suivante. Question de Brice. Brice qui nous dit: tout d'abord, bravo pour votre travail. Toutes mes corvées, vaisselle, étendre le linge, aspirer. C'est marrant le nombre. Vous êtes tellement nombreux. Si vous saviez, on va faire un groupe de gens qui font le ménage en écoutant les podcasts Basket Session Reverse. C'est clair. Vaisselle, étendre le linge, aspirer deviennent de bons moments grâce à vous. Je suis un fan des Sixers et j'ai 2 petites questions. Pourquoi est-ce que je sens une toute petite hate contre cette équipe? Pas forcément vous, même si je la sens aussi dans vos podcasts. Smiley clin d'œil. Est-ce que c'est Daryl Morey qui, je vous l'accorde, est insupportable, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Et deuxième question, est-ce que Joel Embiid peut vraiment les mener au titre? Merci pour tout ce que vous faites. Je vais bientôt craquer pour un bouquin. Vous régalez trop. Merci Brice. C'est marrant parce que plusieurs fois, on nous a dit ça quand même dans les commentaires. Qu'on nous a accusé entre guillemets, hein. Ça va, on va pas se défendre, mais on nous a un petit peu accusé d'être hater des Sixers. Et moi je pense vraiment pas être dans ce cas de figure. Par contre, critique, oui. Moi encore une fois, je leur dis toujours, l'une des plus belles équipes que j'ai vu jouer moi récemment dans la conférence S, c'est cette équipe des Sixers de 2019 qui se fait éliminer sur un tir au buzzer de Kawhi Leonard avec Ben Simmons, Tobias Harris, Jimmy Butler, Joel Embiid. Pour moi, JJ Redick, cette équipe a été bâtie pour gagner, pour aller très loin, et je me suis dit, j'ai adoré voir cette équipe jouer. On a été très critique, moi en tout cas je l'ai été, mais je peux justifier les raisons de mes critiques. Vraiment, j'ai été, tu le sais, Shai, on en a parlé plein de fois, mais quand même sceptique quant à la capacité de Doc Rivers d'emmener des équipes très loin. Ouais. Ça, c'est la première chose. J'ai longtemps cru à Ben Simmons. Bon, malheureusement, là, je m'étais mis le doigt dans l'œil jusqu'au fond de l'omoplate. L'arrivée de James Harden, là aussi, c'est un joueur, je continue d'être critique sur sa capacité en playoff à passer un cap. Et à ce jour encore, c'est toujours un joueur qui fait de moins bons playoffs que ses saisons régulières. Ce qui enlève rien à sa saison de MVP et au joueur qu'il est. Mais en playoff, voilà, c'est les faits montre que c'est pas un joueur qui peut hausser un niveau et faire hausser un niveau à son équipe en playoff. Et pour finir sur Joel Embiid, il y a quand même ce problème de blessure à répétition. Alors moi j'avais trouvé que ces playoffs-ci, il avait quand même répondu à un certain nombre de questions. Je l'ai trouvé bon d'une certaine manière, mais à nouveau quand même diminué par les blessures. Ouais. Donc voilà, moi c'est ça qui me pousse à être critique et sceptique quant aux capacités des Sixers. Daryl Morey, non, c'est un bon GM, hein. Partout où il est passé, il a su construire des équipes fortes. On sait quel est son mode de fonctionnement. Il veut des stars. Il veut accumuler des assets pour choper des stars. Il pense que ça reste le meilleur moyen d'aller loin. Là, les Sixers ont sur le papier une très belle équipe. Quand on a fait notre ranking, notre top 15 avec Antoine, Maxime, ouais, avec Antoine et Maxime. Effectivement, là, je le redis, moi, je les ai pas pris si haut que ça parce que, sur le papier, c'est beau, mais je me pose la question de savoir est-ce qu'on aura Joel Embiid et Paul George en pleine possession de leurs moyens en play-off. Ça reste la grosse limite. Donc voilà. Mais après, moi, j'ai pas de haine anti-Sixers. C'est vrai que les mauvais coups de Joel Embiid pendant les derniers play-offs, par contre, je trouve ça commence vraiment à me poser problème. Même là, on a vu... match contre la Select Team, il m'a un brin à Podziemski. Match de préparation, il trouve le moyen d'en mettre une, d'en coller une à, je sais plus là, l'intérieur des Mavs. À Dwight Powell. Ouais, à Dwight Powell. Ça fait tâche. Quand même, je trouve que ça fait tâche. Quand t'as ce physique-là, que tu demandes et que tu obtiens autant de fautes parce qu'effectivement, c'est impossible de défendre sur toi. Ça me gêne un petit peu. Voilà. Le côté subjectif, pour moi, il est là, où là, ça commence à me fatiguer. Par contre, je pense pas être un hater des Sixers. Ouais, non, moi, historiquement, je suis pas du tout un hater des Sixers. J'ai adoré l'équipe avec Iverson. Bah oui. Enfin, j'ai adoré Iverson surtout. Et même, il y a d'autres équipes que j'ai bien aimées des Sixers après. La ville, j'aime beaucoup Philadelphie. C'est une ville incroyable
qui respire le sport et la passion démesurée. Et moi, c'est plutôt que de la hate, c'est vraiment du scepticisme constant depuis quasiment le départ de Sam Hinkie, en fait. Parce que le projet de départ avec le process où ils ont tanké comme personne n'avait tanké avant eux, je comprenais et je trouvais ça intéressant et intriguant. Et c'est après, quand ils ont essayé d'accélérer et de faire sans lui, j'ai moins aimé les équipes et j'ai été très sceptique quant à leur capacité à gagner. J'ai aussi vraiment cru dans l'équipe qui a perdu contre les Raptors de Kawhi. Et par contre, je vais aller dans le sens de notre auditeur. Moi, Daryl Morey, c'est pas les compétences. Je veux dire, il est excellent. Ça a été un précurseur pour plein de trucs aussi, fan des analytics et tout. Mais la personnalité, je sais pertinemment qu'elle agace plein d'autres GM. Et on le sait on le sent quand on écoute des podcasts où il y en a d'autres qui s'expriment. Il a un côté un peu, il a eu un côté prodige dans un premier temps quand il était plus jeune et très sûr de lui, un peu arrogant, qu'on a agacé beaucoup. Et donc sa personnalité et la manière dont il opère, parfois même avec ses propres joueurs, ça le rend pas éminemment sympathique. Par contre, moi, j'ai pas spécialement de problème avec lui. Et, euh, et là, sur les Sixers, c'est pas du tout de la détestation constant. Et c'est aussi lié à Joel Embiid. Moi, c'est purement sur le côté physique. Je pense que s'il est à 100%, mentalement, il n'y aura pas de problème. J'ai l'impression qu'il peut être dominant, il n'y a pas de souci. Mais je ne l'ai jamais vu arriver, ne serait-ce qu'à 80% de ses moyens en playoff. Et je me permets de relativiser ça avec le fait qu'on m'aurait dit en 2014, 2015 ou même 2016 que ce gars-là serait MVP, serait aussi fort et dominant. J'y aurais pas cru parce qu'il il a fait 2 premières années sans jouer. Sa première année et demie, c'était aussi un peu compliqué. En termes de victoire, je trouve qu'il arrive à être aussi fiable en saison régulière. Et ça n'empêche par contre ça n'empêche pas que je suis sceptique sur le fait que les Sixers puissent gagner avec lui, mais ça n'empêche pas de garder, de laisser une trace importante sur la période sur laquelle il aura joué. Hein. Mais ouais, moi je n'ai pas l'impression que cette équipe avec Embiid en leader gagnera le titre. Mais par contre, on fera pas du tout la gueule s'ils sont champions, vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas de détestation et qu'on sera ravis qu'ils aient. Moi, franchement, à chaque fois qu'on nous fait mentir, je suis ravi. Hein. Quand Dallas, j'ai été ultra sceptique pendant 2 ans quasiment. Et j'ai été ravi de les voir jouer comme ça et me faire mentir. Moi, je demande que ça. Hein. Je tiens pas plus que ça à avoir raison sur des trucs qui sont négatifs pour des équipes. Hein. Donc, pareil pour les Sixers. Si cette année, ils ont une très belle équipe et un bon coach à nouveau avec les Carrément. Lakers, c'est-à-dire s'ils vont gagner le titre, s'ils vont ne serait-ce qu'en finale, je serais ravi pour eux, franchement. Ouais, j'ai pas mieux que ce que tu as dit, Charlie. Et je veux bien voir les Sixers en finale pour le bazar que ça va être avec les fans parce que c'est vraiment des malades. Hein. Dans le bouquin de Rémi Reverchon, il raconte bien l'ambiance et l'atmosphère et la personnalité des fans aussi. C'est quelque chose. C'est Marseille en Pennsylvanie, quoi. Ils ont quand même perdu le duel face à ceux des Knicks. Hein. Tu sais, l'invasion des fans des Knicks qui avait fait Ah le voyage oui, jusqu'à ouais, Philly c'est vrai. pour aller encourager leur équipe. Ça, j'aurais jamais cru que ça se produirait à Philadelphia, tu vois. Parce que New York, c'est un géant endormi aussi au niveau des supporters. Ils sont Mm. endormis depuis tellement longtemps que. Puis on peut revoir ça avec d'autres équipes. Hein. Je veux dire, si un jour les Pistons s'y reviennent à un bon niveau, les fans du Michigan aussi, c'est costaud. Hein. Je pense que on peut voir des trucs assez fous. C'est clair. Mais Philadelphie, avec tous les autres sports, les fans des Eagles, c'est des sociopathes hein, en NFL. Donc, moi, j'aimerais bien les revoir en finale à un moment, ouais. Question suivante, question de Cédric. Bah tiens, justement, la transition est pas mal. Cédric nous dit: Salut la team, merci pour tout ce que vous faites en audio, vidéo et bouquins, c'est toujours un régal. J'ai prévu de me faire un road trip US en 2025 avec des amis et on doit sélectionner des villes dans lesquelles aller voir un match NBA. J'aimerais que vous me donniez, si possible, un combo ville sympa plus salle ou équipe sympa par rapport à ce que vous avez vu et fait dans votre vie. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Merci. Waouh, c'est. Alors, pas si simple, parce que moi, j'en ai pas fait tant que ça au bout du compte des salles NBA. Ouais, ouais, Je c'est peux. ça à l'époque. Pardon, redis-moi, excuse-moi. T'avais pas fait Chicago à l'époque? J'ai fait Chicago, mais c'était au Chicago Stadium. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc là, c'est plus possible. C'était en 93. Hmm. Si, je peux parler. Moi, j'avais été étonné, par exemple. Alors, je sais pas si c'est ce que que je conseillerais, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance à Utah. En fait, Oui, la c'est vrai salle qu'il y est avait très verticale. La salle est très verticale, donc tu vois bien le terrain. Et j'ai trouvé que la région était. Je m'attendais pas à trouver la région aussi intéressante, au bout du compte.
Donc Ouais. c'est un peu surprenant. Mais ouais, j'aurais dit, voilà, Utah, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'avais eu l'occasion de voir un match à Dallas. Grosse ambiance aussi quand même. Après, c'est très festif, hein, c'est comme les Mm. Américains savent faire, c'est familial, etc. Mais la salle de Dallas est plutôt belle. Non, toi, t'as été au Madison Square Garden. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds là-bas. Ouais, bah alors ça dépend de la saison sur laquelle tu tombes, ça dépend de plein de choses parce que tu peux y aller un soir et tu te retrouves avec une majorité de touristes et il n'y a pas beaucoup d'ambiance, beaucoup de spectateurs, pas forcément beaucoup de people. Et puis tu te retrouves sur un match de playoff où là, bah, c'est le feu total parce que les Knicks sont dans une bonne période et c'est plus inégal qu'ailleurs. Par contre, ce qui est constant, c'est le côté historique de la salle. Tu le ressens, le poids de l'histoire qu'il y a dans la salle, c'est sans commune mesure avec ce que tu trouves un peu plus loin dans la ville, à Brooklyn, forcément, qui est peut-être une plus belle salle en tant que telle, au niveau architecture, euh, ouais, atmosphère visuelle et tout. Moi, j'ai bien aimé le Barclays Center, mais t'as pas le même poids de l'histoire qu'à New York. Donc oui, après, si tu veux un combo ville et franchise, oui, New York, je vais pas te dire le contraire, c'est ma ville préférée et faire le Garden en même temps, c'est cool. Euh, pour les autres villes, moi, j'ai pas mal fait la côte Est, du coup. Ouais. À chaque fois, les gens vont croire que j'ai une vendetta contre Washington, mais j'aime pas trop cette ville. J'y suis allé 3 4 fois et j'étais voir un match de playoff là-bas. C'était Washington-Indiana en 2014. Bon, la salle, je la trouve pas folle. Le, ouais, la ville, le combo avec la ville, pas fou. Elle Par pourrait contre, bouger d'ailleurs. Philadelphie, ça pourrait bouger alors, dans la région. Il parlait de bouger dans le En fameux Virginie, DMV, ça? là, ouais, Ouais. en Virginie. Voilà, c'est un truc qui m'a laissé un peu indifférent. Par contre, Philadelphie, c'est fort. C'est pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'atmosphère, même la ville, je trouve la ville cool. Je trouve que ça bouge bien, que ça respire bien. Et la seule à l'ouest que j'avais fait, c'était Phoenix, mais alors ça remonte. J'avais 14 ans. Et par contre, la ville, l'Arizona et tout, c'est cool. C'est un autre délire totalement que la conférence Ouest, hein, mais c'est génial. Et j'y pensais tout à l'heure. Oui, s'il fait un road trip, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller voir des matchs universitaires? Auquel cas, là, pour le coup, tu as une ambiance. Mais je suis allé à Syracuse. Bon, c'est un délire, quoi. En plus, la C'est salle, elle est immense, quoi. C'est ouais, un stade de foot. exactement. Ouais. C'était fou. Et les matchs universitaires, pour l'atmosphère, l'ambiance et tout, là, c'est cool. Par contre, le reste, bah, c'est très loin. C'est dans l'État de New York, mais c'est quand même loin de New York City. Et où que tu ailles, je pense que si tu as l'occasion d'aller voir un match universitaire, masculin, féminin, peu importe, pour l'ambiance, c'est ce qui se rapproche le plus d'un stade de foot, en fait. Donc ça c'est cool. Et puis après, bah, pour les villes, c'est un peu les goûts et les couleurs par rapport au road trip qu'il aura prévu, hein. Je sais pas. Moi, je suis plus un mec de la côte Est, voilà, parce que je conduis pas, donc déjà, il me faut des métros et de quoi remonter les villes à pied. Donc, je conseille plus la côte Est. C'est plus simple, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Question de Séverine. Caitlin Clark, Cameron Brink et Angel Reese sont bien les phénomènes annoncés en WNBA. Paige Bakers aurait pu/dû être draftée cette année, mais a fait le choix de rester en NCAW. Est-ce que vous pensez qu'elle aura le type d'impact sportif et extrasportif qu'on peut déjà voir chez les 3 filles, pardon, précitées? Je, Chat, je vais te je vais te laisser laisser. répondre. Ouais, Sache juste que, ouais, attention, cette vidéo risque d'être partagée et que ma fille risque de t'envoyer des menaces de voilà. mort si tu parles mal de Paige Bakers. Donc, J'allais dire que tu avais, à mon avis, une très bonne réponse à ce sujet parce que au niveau de l'impact médiatique et sur les fans, bah, ne serait-ce que ta fille qui s'est prise de passion pour Paige Bakers, aux États-Unis, il y a un vrai engouement pour elle. C'est une fille qui est déjà adorée depuis des années. Euh, Moi, je vais dire que alors, je vais mouiller, mais c'est peut-être à la base, avant les blessures et tout ça, je pensais que c'était la plus forte des 4, même en termes de basket. Elle a un truc, une sorte de style, de flair que les 3 autres là n'ont pas, à mon sens. Elles ont chacune des forces incroyables et c'est des joueuses générationnelles, hein. Caitlin Clark, personne n'a shooté comme elle shoot. Elle a d'autres qualités aussi. Angel Reese, on la voit enchaîner les doubles-doubles. c'est clair, on en En, parlait, sa- ouais. en saison rookie, c'est incroyable. Cameron Brink, c'est une machine à contrer. Elle a aussi d'autres atouts à faire valoir pour le futur. Paige Bakers, elle est, bah pareil, elle est all-around. Elle a une vision de jeu incroyable, elle a un tempérament incroyable, c'est une super joueuse en défense aussi, elle a tout quoi aussi pour moi. Et la seule interrogation, c'est le physique, c'est est-ce qu'elle va réussir à éviter les blessures, ce qu'elle a malheureusement pas trop réussi. Même au niveau de la personnalité, bah, tu demanderas à ta fille, je pense qu'elle aime aussi la personnalité, ce qu'elle dégage, ce qu'elle renvoie. Elle est très humble et à la fois super drôle. À la base, ça devait être le visage de cette génération-là, là, tous les 3 dont on parle beaucoup dernièrement. Pour moi, ça devait être la figure de proue de cette génération-là, et ça le sera peut-être encore après la saison prochaine.
selon où elle atterrira aussi. C'est-à-dire que ça peut être décuplé si elle atterrit à Los Angeles, par exemple, ce qui est très très possible à l'heure actuelle, parce que les Sparks sont pas bien classés et que c'est les 2 dernières années qui comptent pour la loterie, donc les Sparks sont plutôt bien. Il peut y avoir un combo Paige Bakers, Cameron Brink à Los Angeles qui serait totalement dingue. Mais oui, du coup, pour répondre à la question, je regarde si j'ai bien répondu à l'intitulé, mais oui, elle aura exactement le type d'impact sportif, extra-sportif, peut-être même supérieur, je vais oser aller jusque-là, que ces trois-là, ouais. Ouais, parce que si je ne me trompe pas, cette année, par exemple, c'était la joueuse qui a généré le plus d'argent avec les contrats NIL, Ouais, là, donc ouais. NIL, pardon, de merchandising pour les athlètes universitaires. Allez, c'est vrai que c'est impressionnant son impact. Moi, ce qui m'a bluffé au-delà du terrain, parce que Shai, tu m'en avais déjà parlé de longue date de cette joueuse sur sa polyvalence qu'elle est capable de faire sur un terrain. Ce qui m'a vraiment bluffé, moi, c'est quand même sa maturité dans sa manière de s'exprimer, voilà, le recul qu'elle a sur sa carrière et en même temps comment dire je sais pas comment dire la manière dont elle utilise sa plateforme en fait la plateforme qu'a à sa disposition. On en avait parlé, tu sais, dans un CQFR par le passé, mais je pense que cette génération là de joueuses, elle est vraiment importante parce c'est vraiment la génération qui tombe au bon moment, qui a le talent pour plaire aux gens sur le terrain, qui a la Ouais. maturité pour plaire aux gens en dehors du terrain et qui sait se servir, qui a conscience en fait qui a une plateforme qu'elles peuvent s'en servir pour parler, soit parler d'elle, soit faire parler d'autres causes. Et là-dessus, je trouve qu'elle arrive à faire ça avec beaucoup de maturité et de tact, en fait, ce qui n'est pas simple. Il faut remettre aussi en contexte, quoi. C'est des très jeunes athlètes. Elle a quoi, Paige Bakers, 21 ans, c'est ça? Ouais. Elle doit être à peu près là. Voilà, je vais te sortir une quote que j'ai vue passer hier, du coup je profite de l'occasion. Elle disait, voilà, j'ai le sentiment que finalement mon but dans la vie, c'est de me servir de ma plateforme pour essayer d'aider le monde à devenir un endroit meilleur. Je sais que je vais pas changer le monde par moi-même, mais au moins je vais jouer mon rôle, je vais faire ce que je peux. Alors ça peut ressembler à une quote un petit peu bateau finalement d'athlète, mais il y a une sincérité, je trouve, en Paige Bakers, comme dans les autres, que ce soit Angel Reese ou que ce soit Caitlin Clark ou Cameron Brink, une espèce de sincérité et de fraîcheur que je trouve incroyable. Et moi, voilà, c'est ce combo talent maturité que je trouve assez incroyable dans cette génération de jeunes joueuses. Et Paige Bakers, elle avait, je sais plus sur quelle année, quand elle avait reçu un trophée pour sa saison, Quand elle était plutôt freshman, ouais. ouais, et elle avait utilisé la plateforme, en l'occurrence, pour parler du privilège blanc dont elle bénéficiait, de choses comme ça. C'est des choses auxquelles les gens n'étaient pas forcément habitués. C'est quelque chose qui est un peu reproché à Caitlin Clark de manière assez injuste parce qu'elle a plein de choses à gérer et elle est pas, elle s'est aussi exprimée sur ces choses-là. Hein, mais Paige Bakers, voilà, elle hésite absolument jamais. Elle est au four et au moulin, sur le terrain, en dehors. Je pense que c'est pour ça que je pense aussi que ça va être une joueuse marquante et à la base, elle devait être dans cette classe de draft là. Ça aurait été assez fou de les voir toutes débarquer en même temps. Mais même pour son avenir sportif, c'était. Et puis, tu vois, il y a le côté winner absolu parce que si elle s'est pas présentée cette année, c'est aussi parce qu'elle veut gagner avec UConn. Elle veut pas être l'une des rares joueuses de UConn marquantes à ne pas avoir remporté de titre à la fac. Il y en a pas beaucoup. Toutes les joueuses marquantes qui sont passées par UConn, les Torazis ou Bird, Brianna Stewart, elles sont reparties avec un titre et elle veut être considérée dans cette classe-là. Donc, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle puisse plus, au niveau du règlement, tenter, elle va tenter et peut-être que cette année, elle va y arriver. Et j'ai une question du coup, Shai, j'en profite, Ouais. parce que voilà, sa polyvalence, c'est vraiment ce qui la rend aussi extraordinaire. À quel poste est-ce que quel est à ton avis son poste de prédilection en WNBA? Tu la vois briller à quel poste? Point guard direct. Alors, ce qui est drôle, elle a joué poste 4 cette année à UConn. Hein. Bah ouais, Alors, parce qu'il y avec les avait blessures. hécatombe de blessures. Elle peut jouer presque à tous les postes. Enfin, en WNBA, en NCS, c'est pas pareil, évidemment. Elle peut pas jouer poste 5 parce qu'au niveau de la taille, c'est trop compliqué. Elle fait quand même 1m80, hein, elle est pas petite. Mais pour moi, c'est une meneuse organisatrice de jeu. Elle peut théoriquement jouer dans un backcourt au poste 2, hein, et puis elle a un shoot, donc elle peut jouer poste 3. Elle a des instincts défensifs, elle peut jouer poste 4. Pas en WNBA, parce qu'un 80, c'est quand même compliqué. Mais pour moi, c'est une meneuse, c'est une meneuse de génie et c'est là qu'elle va jouer en WNBA. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Là, c'était plus du dépannage cette année à UConn, mais Ouais. c'est une meneuse dans l'âme. De toute façon, dans la façon de jouer, tu vois que c'est elle qui organise le jeu, c'est elle qui fait tout. Donc ouais, je pense que ce sera une meneuse en WNBA. Merci pour ces petites précisions. Pas de problème. Je vais faire tourner les infos. Tu fais suivre. Euh,
Ensuite, on a une question de Brice. Attends, je dis pas de bêtises. Non, pardon. Si, c'est Brice. Non, j'ai perdu le nom de l'auteur. Je vais retrouver. Je vais poser une autre question en attendant et je vais retrouver après comme ça. Tu vas créditer la Je peux question à créditer son quand même. auteur, ouais. Ce serait Ouais. abusé. On a une question d'Antoine, mais pas Antoine Pimel. Question une question un peu compliquée. Rien que pour ça, on sait que c'est pas Antoine Pimel. Euh, Merci pour ce que vous faites au quotidien. Vous rendez mes trajets professionnels plus rapides. Alors là, c'est pas pour la lessive, mais c'est pour les embouteillages. J'avais une question concernant la draft pour l'extension NBA où il y aura 2 nouvelles franchises. Vous disiez dans un précédent podcast que chaque équipe peut conserver 8 joueurs de son effectif actuel et que les autres iraient à la draft pour ces 2 nouvelles équipes. Je voulais savoir s'il y avait des combines ou des tours de passe-passe que les équipes peuvent et ou vont faire pour garder plus de joueurs que prévu ou au contraire pour faire partir des joueurs qu'ils n'osent pas dégager en temps normal. Ce que j'entends par combine et tour de passe-passe, c'est par exemple des jeux de contrat ou autres subterfuges. Si oui, quelles équipes voyez-vous faire ces moves et pourquoi? C'est pas simple, hein. Alors là, c'est pas simple. Écoute, moi, j'en ai pas en tête comme ça des subterfuges potentiels. J'imagine que s'il y en a qui sont. S'il y a des carottes à mettre, certains GM doivent déjà être en C'est train de ça. plancher dessus dès maintenant. Mais oui, non, je sais pas. On sait toujours pas de toute façon quand ce sera, si ce sera une franchise, deux franchises. C'est toujours un peu dans le flou par rapport à ça. Ouais, mais c'est ça. Bon, déjà, a priori, ce sera Seattle et Las Vegas, mais pour le procédé, on sait qu'il y aura une draft d'expansion et que ça ressemblera à ce qui s'est fait avant. Mais Ouais. on ne sait pas exactement les modalités précises. Peut-être que ça va bouger par rapport à la dernière expansion. C'est ce qui est compliqué à savoir. J'imagine qu'il y a des GM qui seront plus au fait. Il y a toujours des GM qui sont plus au fait des règlements et des subtilités. De toute façon, on le voit bien, hein. Je veux dire, je sais pas, je pense que Ok, si. voilà, j'imagine bien Sam Presti réussir à faire des trucs de cet ordre-là, peut-être même Daryl Morey, tu vois. Sam Va Presti va réussir. réussir à récupérer des seconds tours de draft, ces drafts d'expansion, on ne sait pas comment. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je suis curieux de voir par contre les plus anciens. Tu vois, Pat Riley, il a connu des drafts d'expansion, mais Bah oui. bon, voilà, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des GM, même si le niveau des GM ça a quand même beaucoup, beaucoup augmenté au fil des ans. Avant, il y avait des valeurs sûres. Tu savais qu'à un moment, les Kings, ils allaient faire une connerie, par exemple. Tu savais que les Knicks, ils fileraient aussi des. Les Knicks aussi, hein, les Knicks feraient souvent. On savait qu'ils feraient souvent des conneries. Là, maintenant, c'est quand même le niveau de compétence a quand même franchement augmenté. Donc il y aura peut-être moins de bêtises, mais il y a toujours des GM avec un niveau supérieur où tu te dis après, mais comment est-ce qu'il a extorqué tel truc? Comment est-ce qu'il a utilisé telle limite salariale? C'est incroyable. Comment il a convaincu un tel? Ce sera la même chose à mon avis pour cette draft d'expansion. Quand elle arrivera, on ne sait pas encore. Normalement c'est d'ici 2 ans, mais ouais, voilà. Moi, c'est une question difficile, hein, on ne sait pas trop à vrai dire, hein, donc pour l'instant on est un peu dans le suspense nous aussi. Ouais. Par contre, je ferai gaffe tu sais, quand ton téléphone sonne et que tu vois que c'est Sam Presti ou Danny Ainge, je pense que c'est mieux de faire venir une équipe, tu sais, d'avocats pour être autour Bien du coup de sûr, téléphone et pas c'est prendre de sûr. décision hâtive, quoi. C'est clair. J'ai retrouvé l'auteur de la question. Il s'agit de Virgile. Virgile qui nous dit Bonjour à toute l'équipe, j'ai 2 questions à vous poser. Tout d'abord, un petit message de remerciement. J'étais dingue de NBA de mon enfance jusqu'à mon début d'âge adulte. Durant cette période, j'ai lu tous les Rivers. Je venais sur Basket Session toutes les heures. Les souvenirs sont immenses Ah et oui. indélébiles. Et puis la retraite de Kobe, la rentrée dans la vie active, la vie de famille, toutes ces occupations m'ont fait quitter le grand monde de la NBA. Puis, un voyage de noces sur la côte ouest américaine l'été dernier m'a rappelé à mes premiers amours. Depuis, je me suis remis à suivre comme un fou la NBA et, âge adulte oblige, il n'est plus possible de me lever la nuit pour voir les Lakers perdre. J'ai dû, j'ai dû donc chercher tous les moyens d'information pour suivre la NBA à nouveau et redécouvert avec plaisir votre site, mais surtout vos podcasts que j'écoute tous les matins. Je vous remercie infiniment pour ça et suis heureux de voir que la nouvelle génération, j'exclus Théophile pour des raisons évidentes, Ouais, prend ça y soin, est. prend soin de ce sport et réussit à le raconter parfaitement. Mes 2 questions en rapport avec mes remerciements. Avez-vous des bons plans podcast vidéo de qualité en anglais pour suivre l'actualité de la NBA et plus particulièrement celle des Lakers? J'ai cherché sur YouTube, mais n'ai rien trouvé de vraiment transcendant. Moi, j'en ai, pour le coup, je peux Ouais. répondre à sa question. Pour les Lakers en particulier, parce que je m'étais fait une liste avec tout pour chaque équipe, avec les podcasts de gens qui suivent à l'année. Pour les Lakers, tu as le Lake Show que tu trouves sur Spotify, qui est pas mal. Ils ont un contenu toutes les semaines, en gros. Et si tu veux être vraiment hardcore Lakers, tu vas sur le podcast Locked On Lakers. Locked On, c'est un média de podcast qui s'occupe de chaque équipe et ils ont
des spécialistes pour chaque équipe. Et il y en a pour les Lakers, et là, tu as tous les 3 jours, tu as un truc. Dès qu'il y a une actualité qui touche de près ou de loin les Lakers, même un mec qui performe en Summer League, tu vas avoir un podcast de 40 minutes dessus, spécialement là-dessus. Alors, en tout cas, ça, c'est pour les spécifiques aux Lakers, mais après, bon, en anglais, pour le reste de l'actualité NBA, il y en a un paquet. Oui, il y en a un paquet. L'avantage avec les Lakers, c'est que de toute façon, ils sont toujours d'une manière ou d'une autre dans Ah ouais. l'actualité. Donc voilà. Sinon, oui, on peut citer quand même. On nous a déjà posé cette question, mais je pense que le low post de Zach Lowe, c'est quand même un Oui. des incontournables. Voilà, pour rentrer dans le détail des choses. Le podcast de JJ Redick était vraiment agréable à suivre. Hein. Je parle même pas celui avec LeBron, mais celui avec Terry Alter, là où il recevait des invités. C'était plutôt intéressant. J'avais arrêté, je me suis remis à suivre celui de Bill Simmons. Ouais, j'avais été sûr que tu allais en Voilà. parler. Ouais, mais ça reste intéressant. Je pense que voilà, avec Bill Simmons, on connaît aussi, il faut parfois prendre des pincettes. Moi, j'avais bien aimé aussi le podcast. Attends, je vais retrouver le nom. Justement, deux gars qui font des podcasts avec JJ Redick. Ah oui, C'est Nekias The Dunker Post. Duncan Ouais, ouais. The Dunker Spot, ça Ouais, Dunker. je crois Attends. que c'est ça. Dunker Spot, c'est ça. The Dunker Ouais. Spot, c'est très spécifique. Souvent, ils rentrent vraiment dans de la stratégie, dans des stats un peu avancées. Donc, je trouve ça bien, ouais, pour les podcasts. Si tu cherches des contenus vraiment pointus, The Dunker Spot, j'ai du mal. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Moi, j'ai jamais lâché le podcast de Zach Lowe et celui de Bill Simmons, même si effectivement Bill Simmons c'est particulier parce que il y a un côté ils sont au comptoir et puis lui il raconte sa vie. Il y a un côté ego trip avec Bill Simmons. Hein, de toute façon mais c'est ce que j'aime bien aussi parce qu'à la base c'est pas un journaliste, il se faisait appeler le Ouais, c'est le sports sports guy. guy. Parfois, il y a des trucs qui me donnent envie de taper dans les murs. Hein. Je veux dire, Ouais. maintenant, il s'est calmé et il a revu un peu sa position, mais ce qu'il disait sur la WNBA et son manque d'intérêt et tout ça, bon, voilà, forcément, moi, ça me. Mais pour le reste, par contre, il est hyper intéressant parce qu'il parle aussi du point de vue d'un fan des Celtics. Et c'est pas un fan lambda, c'est aussi un historien de la ligue. Je veux dire, c'est une tronche. Il connaît absolument tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la ligue et il a souvent des comparaisons et tout qui sont pertinentes. Et puis, il a un ton qui est sympa aussi, que j'aime bien. C'est assez drôle. Et Zach Lowe, c'est plus. Zach Lowe, c'est quand même. Il est plus sobre, mais c'est quand même très pointu et extrêmement intéressant aussi pour le. Alors, c'est pour l'actualité, ouais, parce que il parle souvent des sujets d'actu un peu plus que, par exemple, ce que faisait JJ Redick, qui s'attardait beaucoup sur son invité, sur l'histoire de son invité. C'était très, très bien. Ça faisait un bon complément. Mais sinon, franchement, il y a de tout. Hein. Moi, ça dépend un peu des sujets aussi. Mais il y en a une tonne, quoi. Tu peux faire une belle plongée dans les podcasts US, il y a de quoi faire. Ouais, je pense que The Low Post, c'est quand même ce qui se fait de mieux Mm. globalement, quoi. Pour l'actualité, pour. Voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Shai, mais j'ai Ouais. l'impression que c'est ce qu'il y a de plus pertinent, quoi. Après, et pareil pour Bill Simmons, parfois quand je vois certains invités, enfin certains qui font le podcast avec lui, je me dis, ah non, lui, j'ai pas envie de l'écouter. Et d'autres où je me dis, quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet, même si ça m'intéresse pas du tout, s'ils vont parler du cap space pendant 3 heures, genre je vois Howard Beck, je suis content parce que je sais qu'ils ont une bonne Ouais. dynamique. What up, Voilà. Beck? What up, Beck? En plus, Howard Beck qui avait participé au MOOC New York qu'on avait fait sur le sujet. Donc, ouais, ça dépend un peu ça dépend des invités, mais bon, globalement, il y a une offre assez importante. Et donc, sur les Lakers, comme je disais un peu plus tôt, avec le Lake Show ou Lockton Lakers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite que je ne me perde pas? Je crois qu'il nous reste une question, si je ne dis pas de bêtises. Que je regarde si je n'ai pas oublié quelqu'un, mais non, voilà, on a une question de Selim. Pour finir, dans un monde où le basket n'existe pas, mais où vous avez toujours cette passion dévorante pour un sport et la possibilité de travailler autour comme vous le faites avec la NBA, quel sport choisiriez-vous et de quelle équipe ou ville voudriez-vous être un beat writer, aussi bien pour l'intérêt sportif que pour le cadre de vie? Ah, c'est une bonne Je t'ai question, dit, ça. je t'ai dit, on est sur le perso là. Attention, Ouais. y a plus d'actu NBA, donc. Donc, Shai, toi, t'aurais déménagé à Marseille, on va pas se mentir. Oui, il y a des chances quand même parce que ouais, je réfléchis comme ça parce que après, est-ce que j'ai envie d'habiter à Marseille? J'aime bien aller à Marseille voir la famille et profiter 3 jours à y habiter. Non, mais oui, sinon sur le Tu vas suivi, recevoir des menaces de c'est clair. mort dans Pierre Armand, il va écouter le C'est podcast, il va Il est en m'assassiner. route, là. En plus, Même pas. j'aime beaucoup Marseille, sinon j'irai pas aussi souvent. Oui, pour le sport, forcément, le foot, c'est ce que je suis le plus, donc
Le couvrir, ça peut être intéressant, même si c'est pas le plus sympa à couvrir, je trouve, parce que c'est très, très, verrouillé et les accès sont pas les mêmes qu'au basket, même en NBA. Ou alors, à la limite, il faudrait le faire en première ligue où tout le décorum autour est vraiment tellement pro que puis l'atmosphère dans les stades, les histoires des équipes, ça me plairait bien. Par contre, je me verrais pas vivre en Angleterre, donc le combo n'est pas bon. Mais sinon, oui, peut-être pour la passion qu'il y a autour et toutes les histoires constantes. Ouais, Marseille, je pense Marseille et le foot, certainement. Ouais. Moi, écoute, moi, mon sport co préféré après le basket, c'est le rugby. Malheureusement, pour des raisons un petit peu ce qu'on entendait dire tout à l'heure, vie active, vie parentale, etc. Je suis absolument Mhm. plus depuis plusieurs années ou de manière très, euh, voilà, par-ci par-là. Mais je pense que c'est le sport co que j'aurais eu le plus envie de suivre à nouveau si j'avais des journées. Si je travaillais pas, par exemple, si je n'étais pas Par en train de exemple. faire un CQFR, je pense que c'est le sport que je me remettrais à suivre. Et sinon, alors c'est pas un sport co, mais comme tu le sais, Shai, moi je m'intéresse au MMA avec lequel j'ai Ouais. quand même une relation un peu particulière et ambiguë parce que j'ai quand même du mal à. J'aime pas particulièrement la violence, mais Mm. ce que je trouve fascinant, non, je n'aime pas la violence d'ailleurs, ce que je trouve fascinant malgré tout dans le MMA, c'est les histoires de vie. Et ce que je trouve passionnant, ce qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître dans le basket, dans le foot, etc., où les grandes stars sont déjà des professionnels depuis 16 ans, où ils sont Ouais. habitués en gros à répondre des banalités aux journalistes qui leur tendent le micro. Ce que je trouve incroyable avec le MMA, c'est qu'en fait, il y a ce côté où il y a une espèce de candeur encore dans ce que les gens peuvent dire d'eux en interview. Mm. Alors, je parle pas forcément des plus grandes stars, mais la plupart, tu as des accès que tu peux plus imaginer, en fait, je pense, dans le reste du sport pro, en tout cas, qui sont très difficiles. Et donc, sur le côté humain et sur le côté travail aussi, et moi, j'étais fan, par exemple, des vidéos qui s'appelle Anatomy of a Fighter. Ouais. La chaîne, je suis en train de bloquer, je retrouve pas le nom du mec qui tient cette chaîne, mais que j'avais eu l'occasion d'interviewer dans le MOOC numéro 3 Ouais. sur le futur du basket, là, qui est un mec passionnant. Et c'est vrai que tu vois les accès qu'il a, même parfois des vidéos où tu vois les mecs en difficulté ou en pleurs après des défaites, où vraiment ils n'hésitent pas à parler de la difficulté de leur sport. C'est des choses, j'ai l'impression qu'on voit quasiment plus jamais en fait tu vois, dans le sport de haut niveau Ouais. où tout le monde est à se protéger ou à se dire bah, j'ai pas besoin des médias, j'ai mes propres médias, mes réseaux sociaux, je vais faire ma promo, ma com là-dessus. Voilà, je trouve ça intéressant notamment de ce point de vue-là. Et après c'est parce que j'y connais rien en fait, mais tous les aspects, tout le travail au sol là, je trouve ça passionnant parce que c'est tellement technique que ça me donne envie d'en apprendre plus. Mais ouais, c'est vers Ouais, là-dessus peut-être que ça me brancherait. moi aussi, moi aussi, je m'y suis mis pas mal ces dernières années. Avant, je regardais surtout les combats de boxe, mais maintenant, ça m'emmerde royalement. Et du coup, pareil, je suis comme toi, je suis pas du tout un fan de violence, je suis pas à attendre le chaos à tout prix. Mais c'est moi, je suis plus fasciné qu'autre chose parce que je trouve ça tellement inconcevable. Moi, jamais j'irais me mettre, même pour 1 million, je vais pas me mettre au milieu de l'arène pour me faire dégommer par un autre mec, à moins d'être moi-même un spécialiste dans l'art martial. Et encore, tu vois. C'est plutôt, ouais, j'ai une fascination pour ce côté gladiateur et les histoires qu'il y a autour. Donc, bah, tu le sais, on en parle souvent. Je regarde très souvent les UFC quand il y a des combats sympas. Je regarde aussi pas mal de chaînes YouTube de médias francophones, surtout, moi, pour ma part, qui décortiquent ça très, très bien. Fight Minds, j'aime beaucoup un média belge. Pour moi qui connais rien, c'est techniquement super intéressant. Et à côté de ça, c'est pareil, c'est un peu paradoxal parce que, je veux dire, les trois quarts des acteurs du milieu UFC et MMA, c'est quand même très, très conservateur et politiquement, c'est un peu compliqué pour moi. C'est- alors, Je te rejoins voilà, là-dessus. Ouais. c'est-à-dire que je vais apprécier les athlètes et tout, mais alors les histoires derrière et tout, parfois, sur les convictions et machin, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais sur le sport en lui-même, par contre, je trouve ça assez fascinant, les sacrifices, la dévotion et tout, pour des sommes, ça va être intéressante, hein, mais ça reste. Enfin, pour accéder à un niveau décent, tu dois passer par des bourbiers quand même. Hein, voilà. Mais donc je trouve aussi que c'est assez fascinant. Je sais pas si j'aimerais le couvrir, par contre, tu vois, si j'aimerais être beat writer de MMA, mais ce serait intéressant. Je partage avec toi, j'aime bien le rugby aussi. Dans ma famille, il y a des grands amateurs de rugby et j'aime bien lors des grandes compétitions. Euh, Après, dans quelle ville est-ce que tu déménagerais pour le rugby en France? C'est quoi la ville cool? Toulouse, là?
Toulouse, ouais, Toulouse, c'est sympa. Bon, mais je connais, honnêtement, je suis plus, tu vois, ces dernières années, j'ai plus Mmh. suffisamment suivi. Quand je suivais encore, j'aimais bien Biarritz parce qu'il y avait Serge Betsen, pour te dire à quel point ça Serge remonte, hein, quand Betsen. j'étais Ouais. au taquet sur le rugby. Clermont, c'est toujours, voilà, c'est une région qui est belle, en tout cas, qui est intéressante. Voilà, après, en vivant en région parisienne, tu peux suivre du rugby, hein, en Oui, bah restant, oui. hein, Stade là, Français, là où on Racing, habite. bah oui. Il y a de quoi faire. Moi, j'ai toujours admiré à la télé, j'aime bien monter le son quand il y a les matchs de l'Aviron Bayonnais avec leurs chansons d'avant-match là. Moi, je suis très friand des trucs de stade comme ça, un peu primaire, où les gens se mettent à chanter. Et Bayonne, c'est plutôt cool. Puis c'est une ville sympa en plus. Donc, ouais, moi, je dirais l'Aviron Bayonnais, voilà. Eh bien, je crois, Théo, que c'était la dernière question à sélectionner pour aujourd'hui et qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Eh ben super, merci encore de nous avoir envoyé toutes ces questions. On Ouais. espère qu'on vous aura apporté des éclairages ou n'hésitez pas, comme toujours, à nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas. On est samedi, demain, donc effectivement, Hoop Culture avec Pierre Armand. On s'est bien marré à l'enregistrer. Merci encore à tous ceux qui nous avaient envoyé des tu préfères. Je le répète, c'était cool. On n'hésitera pas à comment dire, à vous reposer des questions, à vous solliciter à nouveau à l'avenir. Et puis, de toute façon, on se retrouve dès lundi pour reprendre la couverture de l'actualité basket qui ralentit un petit peu, mais heureusement il y a des championnats encore, ça va, on vous l'a pas dit encore ou je sais plus, mais on va essayer quand même de vous alimenter le plus possible cet été. Il y a peut-être des moments où il y aura des coupures forcément, mais en gros on va pas vous lâcher de l'été. Non, je ne bouge pas de l'été. Donc voilà, Déjà, donc donc au pire, même s'il n'y a plus personne, j'essaierai de vous faire des petits, des petits CQFR et de répondre à vos questions. J'espère avoir toujours un camarade avec moi, mais non, non, sur tout le traitement sur le site, sur Basket Session aussi, vous serez alimenté durant tout l'été en vacances, vous inquiétez pas. allez, passez un super week-end et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.